Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux. Donc vous allez assister à un procès qui va bientôt commencer, d'ici quelques secondes. Comme dans tout procès, il y a des protagonistes, un greffier. Un avocat de la défense. Un avocat de l'accusation. Un procureur. Deux enquêtrices pour l'instruction. Et un président. Levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis au tribunal de La Chapelle-sur-Rougemont pour un procès pour le moins original, celui de la route, et plus précisément de la route départementale 83, qui traverse ce village de 597 habitants, situé aux confins du territoire de Belfort. Je rappelle que nous sommes ici dans un tribunal, avec toutes les règles que cela comporte en termes de savoir-vivre et de savoir-être. Il est par exemple absolument interdit de prendre la parole sans que vous y soyez conviés, ou encore de manifester vos accords ou désaccords avec les débats de manière bruyante et ostentatoire. Nous allons maintenant pouvoir déclarer l'audience ouverte et nous allons demander au greffier de faire l'appel de l'affaire qui va être jugée aujourd'hui. Sur citation directe, l'affaire appelée devant ce tribunal concerne, en demande, les citoyens concernés, représentés ici par Maître Ferren, avocat barreau de Tours. En défense, la route, représenté par Maître Blondel, avocat au barreau de Reims. Merci, monsieur le greffier. Avant d'appeler les témoins qui vont être appelés à déposer dans cette affaire, un bref rappel des faits qui sont dénoncés dans cette citation. Le tribunal est saisi d'une citation directe qui rappelle qu'historiquement, plusieurs conflits ont opposé la route à une partie des habitants de la commune. La RD 83 est un axe majeur qui permet de relier Mulhouse et Belfort. Elle est empruntée quotidiennement par des milliers de véhicules légers et de poids lourds. Depuis 2007, un arrêté municipal interdit la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes en transit. Par ailleurs, la route est dimensionnée pour les convois exceptionnels qui sont autorisés à circuler selon des conditions encadrées par la loi. Force est de constater, 15 ans après la mise en application de cet arrêté, que celui-ci n'est pas pleinement respecté. Demain, l'implantation d'un second centre logistique sur l'aéroparc de Fontaine pourrait potentiellement occasionner une nouvelle augmentation du trafic routier sur la commune. Se pose donc aujourd'hui la cohabitation entre la route et les habitants de la commune de La Chapelle-sur-Rougemont, et les requérants, les parties civiles, saisissent le tribunal consécutivement aux nuisances générées par la route sur le territoire de la commune. La commune, par l'intermédiaire de son conseil municipal, ainsi que des associations de riverains, ont déjà mené de nombreuses procédures ayant pour objectif de faire diminuer le trafic. Demande de suppression du péage, installation de radars, réalisation d'aménagements de sécurité, saisie du préfet. À ce jour, peu d'entre elles ont abouti. Ce procès visera à répondre aux 3 chefs d'accusation à l'encontre de la route exprimés ici. Premier chef d'accusation. La route est accusée de polluer l'air du village, de produire de nombreuses nuisances sonores et de donner un sentiment d'insécurité. Deuxième chef d'accusation. La route est accusée de couper en deux le village, de provoquer des dissensus,
de nuire à la cohésion sociale et à la vigueur économique locale. Troisième chef d'accusation, la route est accusée d'enlaidir la commune, de produire une image très minérale et de focaliser toute l'attention au détriment de la campagne environnante. La citation demande donc au tribunal de dire et de juger la route coupable de ces faits et de condamner la route sur les réquisitions du procureur de la République à telle peine qu'il appartiendra. Nous reviendrons dans le cadre des débats sur tout ce que ces notions recouvrent et nous préciserons également les demandes de réparation demandées par les requérants. Pour précision, le procès se déroulera de la manière suivante. Les avocats de l'accusation et de la défense vont convoquer des témoignages portés par des témoins à charge ou à décharge. Ces témoignages seront portés par des témoins directs ou par les enquêtrices du bureau d'instruction. Tous les témoignages portés ici sont exclusivement issus du travail d'enquête réalisé par nos 2 enquêtrices. Autrement dit, il n'y a pas de propos inventés. Quant aux experts, ils seront présents ou représentés. Les pièces de l'instruction sont et seront disponibles publiquement à l'issue du procès. Là-dessus, je vous propose de commencer l'audience avec la lecture du premier chef d'accusation. La route est accusée de polluer l'air du village, de produire de nombreuses nuisances sonores et de donner un sentiment d'insécurité. Et pour commencer, je donne la parole à l'accusation, Maître Ferrel. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur le Greffier, Mesdames les enquêtrices, chers collègues, habitantes de la Chapelle, bonjour. Effectivement, nous allons rentrer dans ce procès pour examiner la culpabilité de la route par peut-être l'élément le plus tangible, le plus direct, le plus délicat, la somme des nuisances que la route cause aux habitants. Sonore, pollution. Et pour ce faire, j'appelle à la barre le premier témoin, le témoin 111, Madame Pierson. Bonjour Madame, merci d'être ici. Pouvez-vous nous dire, vous habitez à la Chapelle? Oui. À combien de mètres de l'accusé, la route, habitez-vous? Notre porte d'entrée est située à 5-6 mètres de la route. Et vous avez décidé de vous installer à la Chapelle? Oui. Vous avez choisi ce village? En fait, c'était par commodité. On nous a présenté un terrain dans un village. On ne connaissait pas du tout en fait, le territoire de Belfort. On nous a présenté en fait, ce terrain. On s'est dit chouette, un petit village, et voilà, tout s'est enchaîné. C'était il y a combien de temps? C'était en 2008. Okay. Et ça s'est bien passé, votre intégration dans le village? Très bien, en fait. On a créé notre petit cocon, notre vie familiale, voilà, nos enfants. On a lié des amitiés. On s'est intégré aussi au niveau de la commune. Donc on participe aux différentes fêtes, aux organisations, bénévolement. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu un événement marquant pour vous, dans votre vie récente? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai emmené ma fille chez l'ophtalmologue, à savoir que ma fille est suivie en fait, par un pneumologue et un allergologue. Et l'ophtalmo m'a demandé en fait, si on habitait en ville. Et je lui ai dit non, pas du tout, on habite dans un village. Et donc, elle nous a expliqué qu'à l'intérieur de ses yeux, elle avait les mêmes symptômes que quelqu'un qui habite en ville, en fait. L'œil rouge, enfin voilà, les gonflements, etc. Donc ça, c'est dû à la pollution du village? Dû à la pollution. Et ça, c'était depuis quand? Et du coup, elle est suivie depuis l'âge de 7 ans. Non, 6 ans, pardon. Donc, ça fait 6 ans. D'accord. Et donc, vous subissez ça, donc ces traces noires dans les yeux, c'est aussi ce noir qu'on voit partout dans le village, dans les jardins? Oui. Et le bruit? Le bruit incessant, même le dimanche. Ok. Voilà. Et comment vous voyez l'avenir? C'est quoi pour vous les solutions par rapport à ça? Alors la seule solution, en tout cas concrète là actuellement, c'est un déménagement. Vous envisagez de déménager? On envisage de déménager. Après, à moins de faire venir les déménageurs de l'extrême, voilà, je ne vois pas d'autre solution en fait. En tout cas pour préserver la santé de mes enfants et la nôtre aussi. Je comprends. Voilà. Et est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour vous adapter à cette situation? On s'adapte au quotidien, parce que on vit notre vie, voilà, on continue le fil de notre vie dans notre maison, à la Chapelle. Après, moi j'ai installé un petit panneau sous le ton de l'humour. Ça n'a pas fait rire certaines personnes puisqu'il a été tagué. Hein. D'accord. Mais voilà, c'était vraiment pour alerter en fait les passants.
Voilà, C'est le panneau « Il nous reste 2 enfants ». voilà c'est ça. Vous pouvez rouler Ouais. plus vite, c'est ça? Ou quelque chose comme ça. Très bien, merci. Donc des bruits insupportables, des traces noires partout dans le village, aux fenêtres, des particules fines sur les potagers. C'est ça aussi la chapelle, hein, dans les assiettes de nos enfants. Et les habitants, ils sont victimes de cette route et ils n'en peuvent plus. Et voilà, je trouve que nous sommes presque dans un cas de harcèlement. Merci beaucoup. Merci. J'ai fini. Maître Blondel, avez-vous des questions pour ce témoin? Oui. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Greffier, Mesdames les enquêtrices, chers collègues, Madame le témoin. Nous avons entendu vos souffrances, il ne s'agit pas ici de les minimiser, ce ne sera pas mon intention, mais je suis quelqu'un de rigoureux et de précis. Donc j'aimerais que vous répondiez à une simple question. Est-ce que vous pouvez prouver que les symptômes de votre fille sont liés exclusivement et simplement à la route départementale? Le prouver, je le pouvais, en apportant une attestation du pneumologue par exemple. Après, la pollution, c'est quelque chose d'invisible. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Merci madame. Vous pouvez retourner à votre place. Je pense qu'à ce stade, c'est un sujet suffisamment, comme on l'a vu, cette question d'invisibilité qui mérite peut-être un éclaircissement de la part d'un expert. Et je propose d'interroger Monsieur Riffard, qui va ici lire les réponses de l'Agence régionale de santé, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et donc, elle nous a apporté les réponses aux questions soulevées. Et donc, c'est Monsieur Riffard de la région qui va pouvoir nous répondre. En termes de pollution, Monsieur Riffard, quels sont les chiffres? Avez-vous des chiffres à nous communiquer? Alors, il n'y a pas de données précises à l'échelle de la Chapelle-sous-Rougemont. Par contre, il y a quelques points de mesure dans la région qui permettent d'avoir une modélisation à l'échelle régionale et qui montrent que la pollution se concentre sur l'axe Rhin-Rhône, on va dire, et plus particulièrement sur les agglomérations Belfort, Montbéliard et Besançon. C'est là où on constate les concentrations annuelles moyennes les plus fortes. Très bien. C'est quoi la pellicule noire qu'on trouve sur les volets ou sur les fruits dont parle madame? Alors, ce sont des particules fines. Dans la pollution, il y a 2 types de pollution, la pollution physique et la pollution chimique. Là, on parle de la pollution physique, et donc ce sont ces particules qui sont à des mailles, donc à des tailles différentes. Suffisamment visible, donc. Suffisamment visibles ou invisibles. Très bien. Avez-vous des conseils ou des solutions pour atténuer ces nuisances? Alors, pour atténuer, il faut travailler à l'émission, à la source, du coup, donc réduire les émissions. Sinon, on peut essayer de s'en protéger. Donc, vous avez évoqué effectivement les légumes, les potagers. Donc, c'est des conseils pour bien laver, bien éplucher, effectivement, les légumes avant de les consommer. Après, sinon, on peut jouer sur l'aménagement de l'espace, l'urbanisme, pour se protéger des émissions de polluants. C'est principalement ça, effectivement, les mesures pour se protéger de la pollution physique. Vous confirmez donc qu'une réduction de la vitesse peut entraîner une réduction des particules fines? Juste là-dessus. Alors, plutôt sur le bruit, effectivement, sur les pollutions fines, oui, enfin, réduction du trafic. Du trafic, plus que de la vitesse. Très bien, merci. Au niveau des nuisances sonores, maintenant, avez-vous des chiffres à nous communiquer? Alors, sur les nuisances sonores, il n'y a pas non plus de mesures précises permanentes sur la Chapelle. Très bien. Est-ce que le bruit est lié à la vitesse? Oui, le bruit est lié à la vitesse, mais pas que. Il est lié au type de véhicule, puisqu'on parle de circulation routière. Et il est lié aussi à la nature des revêtements, qui a aussi une influence sur le bruit. D'accord. Du coup, avez-vous des conseils ou solutions au-delà de ces natures de revêtements pour les atténuer? Sur les revêtements? Ouais. Non, au-delà des revêtements, justement. Au-delà des revêtements. Est-ce qu'il y a d'autres solutions en dehors de Alors, celle-là? Du coup, première action pour réduire le bruit, diminuer l'intensité du trafic, réduire la vitesse. Et puis après, effectivement, on peut travailler sur le changement des revêtements, mais on est tout de suite sur des chantiers qui sont du coup assez importants et coûteux. Sinon, après, on peut travailler sur, pareil, des écrans qui permettent de se protéger du bruit et limiter la propagation du bruit. On peut travailler aussi sur les habitations elles-mêmes, en travaillant l'isolation phonique, notamment, par exemple, au niveau des fenêtres, du coup, pour se protéger de cette pollution sonore. Très bien. Et une dernière question, très rapidement. À combien de mètres de la route ces impacts se font le moins sentir? Alors, sur le bruit, c'est très difficile à appréhender. Ça dépend vraiment des situations locales, contextuelles. À noter que sur le bruit, la perception est aussi très personnelle. Au-delà du respect des normes réglementaires,
C'est vraiment lié au contexte. Il y a aussi des approches sociologiques, psychologiques sur la perception du bruit qui rentrent en jeu aussi. Merci beaucoup, Monsieur Riffard, d'avoir représenté l'ARS ici. Je redonne la parole à la Défense. Maître Blondel. Merci, Monsieur le Président. On a entendu le témoignage vague de l'ARS. Finalement, peu de données liées à la chapelle, rien qui me permette de démontrer la culpabilité précise de ma cliente. Le monde est pollué, merci ARS, merci. On a entendu les témoignages convoqués par M. Ferren, qui essaierait de nous faire croire que la RD... Vous n'êtes pas suffisamment clair. Non. Serait inhabitable, d'ailleurs je vais vous le prouver maintenant. À cause de nuisances sonores, à cause de la pollution, votre vision est bien pessimiste, chers collègues. Il y a aussi des habitants qui se sentent bien ici. Et j'appelle à la barre le témoin 112 pour vous le démontrer. Le témoin est ici représenté par le bureau des enquêtrices. Vous habitez la chapelle? Le témoin a répondu oui depuis 5 ans. Pourquoi avez-vous choisi d'habiter ici? Je cite, « On est venu là parce que dans les autres villages, il y avait de la nuisance sonore. Soit on entendait l'autoroute, soit c'était le vacarme de la rivière. » Comment vous vous sentez ici? Le témoin répond, ici on est bien, la route on l'entend, mais bon, on ne peut pas être coupé de tout non plus. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Maître Ferren, avez-vous des questions pour ce témoin? Oui, rapidement. À combien de mètres de l'accusé vit ce témoin? 150 mètres. Je crois que ça suffit. Merci. S'il vous plaît, Maître Blondel, je vous dispense de ces commentaires. Je vois pas le rapport. Maître Blondel, je vous redonne la parole. J'appelle à la barre le témoin 113, représenté à nouveau par le bureau des enquêtrices. Est-ce que vous habitez à la chapelle? Le témoin a répondu oui. Est-ce que le bruit vous gêne? Je cite, « Moi j'habite en retrait, c'est un vrai bonheur. On n'entend rien. Rien. Au bord de la rivière, on a l'impression de ne pas habiter le même village en fait. Nous on entend l'autoroute. Et quand on entend l'autoroute, c'est signe de mauvais temps. Voilà, on entend un bruit de fond et on sait, demain il pleut. » Je les ai trouvés où c'était vous? Oh, Monsieur Ferren, Maître Ferren, s'il vous plaît. Déjà, moi j'en avais deux alors que tu en avais Attention, pas de conversation entre vous, s'il vous plaît, messieurs. Un peu de tenue. La chapelle, ce village bucolique où il fait bon vivre. On profite du calme, de la tranquillité, du bruit de la rivière. On est à peine dérangé, pas par le bruit de ma cliente, par le bruit au loin de la vraie coupable, l'autoroute. Rien à voir. Merci, Maître Blondel. Monsieur Ferren, Maître Ferren, avez-vous des questions pour ce témoin? Pathétique, mais à combien de mètres de l'accusé vit ce témoin? 50 mètres. Très bien, merci. Merci, on a bien compris le propos. Je vous propose d'avancer un petit peu dans ce procès avec une nouvelle accusation. Maître Ferren, vous avez la parole. J'arrive, hein. Ce n'est pas tout. Non content de subir ce harcèlement, je tente vainement de minimiser l'avocat de la défense en convoquant quelques témoignages isolés. Non seulement il y a des nuisances sonores, de la pollution, mais il y a en soi un trafic extrêmement dense qui est très perturbant et qui génère un stress quotidien. Et c'est ça que j'aimerais arriver à toucher du doigt. C'est que c'est finalement tout simplement invivable. Au-delà de est-ce qu'on peut quantifier l'invivabilité? Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, c'est ressenti comme ça. Et pour essayer de parler de cette question-là, je vais appeler à la barre 2 témoins, le 1-2-1 et le 1-2-2 qui sera représenté par le bureau des juges. Merci. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce que vous habitez à la chapelle? Oui, À combien de mètres de la route vous habitez? même pas 1 mètre, parce qu'il y a la fenêtre de ma chambre, le trottoir et la route.
pouvez enlever votre masque si vous voulez qu'on vous entende un peu mieux. Ouais, merci. Et s'il vous plaît, mademoiselle, si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort pour que l'ensemble de la salle vous entende. Merci beaucoup. Donc à combien de mètres de la route vous habitez? Même pas 1 mètre, comme j'ai dit, il y a la fenêtre de ma chambre, le trottoir et la route. Et vous pouvez nous parler de qu'est-ce que ça a comme conséquence pour votre vie quotidienne dans cette chambre? Comme conséquence, que ça soit des petits véhicules ou gros véhicules ou professionnels, ça tremble beaucoup dans la chambre, les meubles, ma télé, enfin tout ce que vous voulez, et même les autres parties de la maison. La maison tremble. Oui, la maison tremble complètement. Les meubles tremblent. Oui, les meubles tremblent, je le vois. Et c'est à quelle fréquence ces tremblements? Minimum 1 fois par heure. Ok. Est-ce que ça vous inquiète ces tremblements? Pas vu, parce qu'à un moment donné, je vais me dire quand ma maison va tomber. C'est un jeu, mais c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant d'avoir sa maison qui est prête à tomber ou qu'on sent qu'elle peut tomber à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Mon chat est mort à cause de la route. Quelqu'un l'a dû l'écraser. Voilà. On l'a retrouvé au bord de la route, en face de chez nous, décédé. Et c'était mon chat depuis mes 10 ans. Et j'en ai 18 maintenant. Merci. On passe au témoin suivant. Merci beaucoup. On vous a entendu. Merci beaucoup. Est-ce que l'enquêtrice, vous pouvez rester là si vous voulez ou... Allez-y, j'en prie. Merci beaucoup. Merci. Je n'aurais pas été. Est-ce que ce Merci. témoignage, assez poignant qu'on vient d'entendre, représente quelque chose d'assez partagé dans la commune? Oui, tout à fait. Et j'ai là un témoignage, un florilège de témoignages qui représente à peu près 90% des personnes rencontrées par l'enquête entre juin 2021 et février-mars 2022. Et je vous laisse porter à connaissance de la cour et de l'audience. Qu'est-ce que ces personnes racontent au sujet du trafic? Alors, ils disent que c'est un fléau, cette route, c'est horrible, c'est un trafic en continu, c'est l'enfer. Il y a des heures où, quand les gens vont travailler, c'est bouché dans les deux sens. Le matin, à partir de 5-6 heures, le soir, 5-7 heures, le samedi, toute la journée. Du coup, au stop, quand on veut sortir de chez nous en voiture, alors à gauche c'est libre, c'est à droite que ça l'est pas, alors on attend. On peut rester 1/4 d'heure à attendre dans notre véhicule. Ils disent quand Bison Futé dit c'est rouge, eh ben on le sait, à la chapelle sous Rougemont. Il faut attendre 5 minutes avant de traverser. Ils disent c'est dingue ça. Ils disent que le trafic, c'est les voitures, mais c'est aussi les camions. La circulation des camions, c'est aberrant. Il y a des panneaux à l'entrée de Burnop et puis d'un autre village où il y a écrit « Le transit est interdit ». Et on voit des camions tous les jours et on se pose des questions, quoi. L'axe est trop fréquenté, ça nous coupe des autres. Ici, il y a toujours la route qui sépare, c'est dommage. Ils disent on a l'impression qu'on n'est qu'un lieu de passage, en fait. Les gens ne s'arrêtent pas, les gens, ils transitent, en fait. Ceux qui transitent, c'est ceux qui ne veulent pas payer le péage à Fontaine. Ils disent il y a trop de trafic, c'est violent. Et puis, ça va aller de pire en pire si des projets immenses dont on parle à l'aéroparc de Fontaine aboutissent. Ils disent que même la nuit, ça circule. Il y a des voitures qui s'amusent à klaxonner à 3h du matin, des voitures qui font des pointes de vitesse pour s'amuser, qui prennent le village pour un rallye, c'est l'enfer. Le mot enfer ressort très souvent. Ils disent aussi que l'ennui, c'est que depuis 4-5 ans, on a un trafic énorme de petites camionnettes bâchées qui viennent d'Europe de l'Est, qui s'est ajouté. Elles font un bruit terrible. Ils roulent tout le temps, la nuit, le jour, samedi, dimanche, toute l'année. Ils ne peuvent pas s'arrêter de toute façon. Ils disent c'est les nouveaux esclaves. Ils sont exploités, c'est dingue. Et ils disent aussi, s'ils sont si aigris, c'est parce qu'il y a une autoroute pas loin, puis les gens l'évitent à cause du péage. Mais voilà, ils l'évitent. Ils disent on est en colère. S'il n'y avait que là où passer et qu'on ne pouvait pas aller ailleurs, mais il y a une autoroute, et puis ils ne la prennent pas parce qu'elle est chère, et nous, on doit réparer nos routes parce qu'elles sont abîmées. Les fissures dans nos maisons, avec nos sous, on doit les réparer. Et les autres, ils se font de l'argent. Ils disent c'est pas juste, vous comprenez. Merci beaucoup. Je crois que cet ensemble de témoignages laisse assez peu place au doute quand même. Hein. C'est le trafic en lui-même qui est en cause. Sa densité, sa continuité
nuit et jour, les différents types de véhicules, de la voiture individuelle à la petite camionnette, au plus grand poids lourd, voire au très très grand poids lourd. Et en plus, ce trafic irait croissant. Ce trafic irait potentiellement croissant. Est-ce que cet enfer peut prendre fin? Est-ce que cet enfer peut prendre fin, monsieur? Merci, Maître Ferren. Je ne peux pas répondre à vos questions, mais merci. Maître Blondel. Chers confrères, je m'interroge. Est-ce que c'est vraiment le procès de la route que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est vraiment le procès de la route qui nous occupe ici? Ou est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de faire le procès du tout automobile? Parce que le tout automobile, c'est un choix de société auquel nous participons tous. Vous n'avez pas une voiture, monsieur Maître Ferren, monsieur le Président? Maître Blondel, c'est la limite de vos interventions. Je peux rester avec le témoin, vous pouvez rester à la barre. Oui. Je vais m'occuper de vous. Vous n'étiez pas invité à retourner au bureau, chère enquêtrice. Je ne peux pas m'empêcher de noter que dans votre témoignage que vous avez lu, les personnes qui attendent pendant 5 minutes de traverser la route, ils sont eux-mêmes dans une voiture. Oui, maître. Ok. Les piétons également. Laissez Maître Blondel poursuivre Quand un son piéton peut interrogatoire. traverser, il peut traverser. Hein. S'il vous plaît, messieurs. C'est pas le sujet, hein. C'est pas Messieurs. le témoignage. Messieurs, Le deuxième point que je ne peux pas m'empêcher de noter, c'est que vous parlez de rallye, vous parlez de trafic, vous parlez de camions trop lourds, ou lourds, on ne sait pas très bien. Tout ça, ça renvoie plutôt à des incivilités, à un non-respect de la réglementation. Est-ce que c'est pas plutôt de ça dont parlent les personnes que vous avez rencontrées? Oui, c'est vrai. Merci, je n'aurai pas d'autres questions. Madame l'enquêtrice, vous pouvez retourner à votre bureau. Merci. À ce stade, je pense aussi qu'on a besoin un peu d'un éclaircissement de la part d'un expert. J'appelle Monsieur Valverdu, vice-président du conseil départemental en charge des transports et de la mobilité. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Monsieur Valverdu, 4 questions à vous poser. La première, pourquoi cette autoroute n'est pas gratuite? Eh bien, lorsque l'autoroute a été construite, le Haut-Rhin a pris sa part financière sur la partie qui se trouve au-delà du péage de Fontaine côté Aurinois, et Peugeot a payé la partie qui est entre Belfort et le lieu où les usines sont installées, c'est-à-dire vers Sochaux. Le département du territoire de Belfort n'avait à l'époque pas fait ce choix-là. Donc il y a un péage. Très bien. À qui va l'argent du péage? Dans la mesure où il s'agit d'une société d'autoroute privée, APRR, l'argent va à la société qui a bénéficié de la concession, donc AP2R. Très bien. Combien y aurait-il de véhicules en moins sur la D83 s'il y avait la gratuité? Êtes-vous en mesure d'établir un chiffre? Alors, nous ne sommes pas en capacité de déterminer un chiffre. En revanche, on peut assez aisément imaginer que si nous parvenions à obtenir la gratuité de ce péage, tous les véhicules en transit feraient le choix de s'orienter vers l'autoroute. Nous ne pouvons absolument pas éliminer le trafic de proximité. Très bien. Dernière question, pourquoi n'y a-t-il pas de déviation? Excellente question. C'est probablement l'une des principales difficultés à laquelle nous sommes confrontés. Il y a des études à porter sur cette question. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, la piste que nous avons retenue est une piste différente, celle de l'interdiction des poids lourds par l'arrêté départemental, et puis la gratuité de l'autoroute. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de privilégier 2 autres axes que celui-là. Merci beaucoup, Monsieur Valverdu, d'avoir répondu de manière extrêmement claire à ces questions. Et j'aimerais maintenant aborder, si ça vous convient, la question plus générale des moyens de transport des habitants. Maître Blondel, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir un petit peu sur l'angle de l'accusation, qui me paraît un peu simpliste depuis le début de ce procès. Monsieur Ferren voudrait me prouver qu'il y a trop de trafic automobile. Encore une fois, il me semble qu'il y a une confusion entre la route et ses usages. C'est plutôt ces usages qui sont ici questionnés. Et dans ce cas, l'absence d'alternative à l'automobile. J'appelle
le témoin 131 à la barre. Représenté donc par le bureau des enquêtrices, Madame Poujade. Habitez-vous à la chapelle? Bien sûr, elle a répondu oui. Comment vous vous déplacez? Alors en voiture. Est-ce que vous avez essayé de faire autrement? Alors, le témoin a répondu. On pourrait prendre le bus, mais bon, il n'y en a que 3 par jour. On peut pas acheter de tickets dans le bus. Enfin bon, c'est un coup à rester coincé à la gare de Belfort, quoi. Est-ce qu'elle a essayé d'autres alternatives? Oui, elle a répondu. On pourrait dire qu'on pourrait prendre le vélo pour se déplacer, mais bon, il n'y a pas de piste cyclable, ni pour aller à Rougemont, ni pour aller à Belfort, ni pour aller à Masevaux. Enfin, moi j'ai pris la nationale, enfin, c'est plus la nationale maintenant pour aller à Belfort, enfin la route là, La départementale. voilà. Je peux vous dire que je l'ai fait 2 fois, je le referai pas. Je le referai plus, même pas une 3e fois. Hein, parce que quand ils passent à côté de nous, non mais ils ralentissent même pas, il y a un courant d'air, ça nous déporte carrément. Oui, c'est bien ça la réalité. Et d'autres alternatives? S'il vous plaît. Le stop, elle a essayé le stop. En fait, non, elle n'a pas essayé. Elle a dit ah non, mais c'est trop dangereux. Ah non, moi je ferai pas de stop. Non, mais ça se fait pas ici. Enfin, c'est national, quoi. Enfin, une départementale. Mais bon, non, mais il y a trop de monde. Hein, on ne sait pas d'où ils viennent. Elle a dit aussi qu'elle avait pensé au covoiturage, mais que c'est pas organisé. Je n'aurai pas d'autres questions, mais je voudrais juste souligner donc que le vrai problème, c'est l'absence de politique publique qui soutienne des alternatives à l'automobile et pas la route. Merci. C'est moi que Monsieur Maître Ferren, vous avez des questions? Certes. Pas d'autres commentaires? Non? Très bien. Merci beaucoup, madame. Justement, nous avons quelques réponses données par le syndicat des transports. J'appelle donc Céline Zatorski qui va lire les réponses du syndicat des transports. Donc, il n'a pas pu être présent, mais il a envoyé ses réponses aux questions. Elle est là. Merci, madame Zatorski. Pourquoi ne développe-t-on pas plus les transports en commun? Alors, je cite 2 choses. Donc, d'après une dernière étude menée en 2005, elle montre que l'usage de la voiture est très ancré dans les comportements, dans le département, même pour aller à Belfort, notamment parce que le stationnement est très facile. Très bien. Et puis par ailleurs, il y a un manque de rentabilité réelle. Certains tronçons sont des gouffres financiers, je cite, et vont être supprimés. Il est rappelé le coût moyen par usager, à savoir 50 €. Très bien. Pourquoi c'est impossible de prendre un ticket dans le bus? Alors je cite, c'est une stratégie assumée. Il faut une carte pour que ce soit plus rapide pour les chauffeurs et donc plus rapide pour les passagers. Et donc c'est rapide à obtenir pour les usagers. On peut même acheter un ticket de bus par SMS avec un téléphone portable. Vous n'avez pas de passagers, c'est toi? Maître, s'il vous plaît. Un service efficace de covoiturage existe-t-il? Je cite, il est envisagé, c'est en tout cas la compétence du syndicat des transports, est envisagé plutôt quelque chose de solidaire qui permettrait aux personnes qui ont du temps de transporter par exemple des personnes âgées. Je bois du petit lait, Monsieur le Président. Je ne dis rien. Est-il prévu? Non. Ma neutralité m'empêche de m'exprimer. Pas à ce jour. À moi. Merci. Très bien, merci madame. Merci Maître Blondel. Ouais, merci pour confirmer tout ce que j'ai dit précédemment avec ce témoignage d'expérience. Réagir aux experts. Enfin, jamais dit, moi. S'il vous plaît. Je vous propose maintenant qu'on aborde le 4e axe autour de la thématique cette fois-ci de la sécurité, le 4e axe de ce premier chef d'accusation qui est le plus long de tout ce procès. Parole à Maître Ferren pour l'accusation. Oui, merci. Bon, après ce détour, cette vaine tentative de noyer le poisson, revenons à l'affaire qui nous occupe, s'il vous plaît, l'accusation de la route de la RD 83 à la Chapelle-sous-Rougemont. C'est le procès de ce jour. Qui est accusé de nuire aux habitants de la Chapelle. Qu'est-ce que c'est que d'habiter au bord de cette route? De quoi on parle? Nuisance sonore, pollution, intensité du trafic. J'aimerais qu'on parle aussi de sécurité et de sentiment d'insécurité dans ce village. Vous savez peut-être pas ce que c'est, mais ça peut être assez impressionnant. Pour en parler, j'appelle 2 témoins de nouveau. Le 141, Héloïse, et le 142,
est un ensemble de témoignages représentés par le bureau de l'investigation. Bonjour, merci d'être là, Héloïse. Est-ce que vous habitez à La Chapelle? Oui, À combien de mètres de l'accusé habitez-vous? 1 ou 2. 1 ou 2 mètres. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que de se rendre quotidiennement au collège? Pour aller au collège, je prends le bus scolaire et pour aller au panneau qui fait arrêt de bus du bus scolaire, Oui. J'ai besoin de marcher sur le trottoir. Donc quand je vais au collège, donc à l'arrêt de bus, j'ai toujours peur qu'un camion, qu'une voiture me rentre dedans. Et c'est d'ailleurs ce que nous ont appris nos parents. Nos parents nous ont dit, attention, à tout moment, on pourrait être rentré dedans. Ils nous ont appris à avoir peur en quelque sorte. C'est pour ça que je jette parfois des coups d'œil derrière moi pour regarder, pour avoir un champ de vision pour voir si un camion ne me foncerait pas dedans à tout hasard. Une fois que j'arrive au poteau qui fait arrêt de bus, je me colle contre le mur pour avoir un champ de vision qui balaye toute la route. Et le mur à ma gauche me projette en quelque sorte Projette sur votre les ombre. phares. Projette votre ombre des Voilà. phares. Ouais. Grâce aux phares. Et je m'auto-vois beaucoup de fois. Moi aussi, S'il je vous plaît. m'auto-vois. Si S'il je vous plaît, m'auto-vois s'il vous beaucoup de fois, ça veut S'il vous plaît. dire qu'il y a beaucoup de phares. Et qui dit qu'il y a beaucoup de phares, ça veut dire qu'il y a beaucoup de voitures. Voilà. C'est ça, cette éducation dans la peur que vous décrivez. C'est être éduqué à marcher dans la rue de son propre village, de son espace de vie, en étant toujours vigilant. En essayant d'avoir les murs dans le dos pour regarder ce qui se passe autour. C'est ça. Parce que aussi quand on rentre du collège, donc moi je rentre par le trottoir de droite et j'habite sur le trottoir de gauche. Donc je rentre par le trottoir de droite. Oui, Et donc j'ai besoin de traverser la route. oui. Et parfois j'ai au moins 6 voitures qui me laissent pas passer. Vous pouvez lui répondre directement quasiment. Hein. Donc, c'est pas que quand on est en voiture qu'on peut pas traverser, c'est aussi quand on est piéton. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Héloïse, pardon. Pour confirmer ces propos, pour les déployer, même procédure que tout à l'heure, processus que tout à l'heure, l'enquête a recueilli un certain nombre de témoignages Tout à fait. sur cette question de l'insécurité ou du sentiment partagé par les habitants. De combien de témoignages on parle là à peu près? Là, nous sommes à peu près à 100%. 100% des témoignages que vous avez recueillis. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ces témoignages? Ils nous disent que l'insécurité, c'est une réalité, une dure, une vraie de vraie, c'est concret. Ils disent à La Chapelle sous Rougemont, on ne peut pas traverser. On a toujours peur d'être écrasé, c'est dangereux. Tous les matins, on a peur pour nos enfants. Cette route, c'est impossible de marcher le long en poussette, c'est effrayant. On apprend à nos enfants à ne pas traverser au bonhomme vert. Ici, ça compte pas, c'est même pas la peine. On leur dit, tant que la voiture n'est pas arrêtée, tu traverses pas. Il y a des endroits dans le village où il faut pas traîner, ça se voit. De toute façon, les rambardes sont régulièrement arrachées. Parfois, c'est sur le passage piéton, on se fait klaxonner, on se fait insulter, on nous fait des doigts d'honneur. Même avec une mamie et un bébé, on ne vous laisse pas passer. On a l'impression qu'il n'y a plus d'humanité à La Chapelle sous Rougemont. Ils disent le village c'est une ligne droite en fait. Les gens ne sentent pas qu'ils sont dans un village, ils roulent à toute vitesse, c'est l'autoroute. Ils disent on est tout le temps dans le stress, on a toujours peur qu'une voiture bute dans le muret, s'écrase contre la maison, on a peur qu'on nous écrase quand on marche avec les enfants sur le trottoir, c'est le stress. Ils disent que la nuit, les gens vont tellement vite que leur lit bouge. Ils disent que tous les 6 mois, il y a un gros accident. Ils sont très marqués par cet événement. C'est qu'un bus scolaire s'est déjà fait rentrer dedans par une camionnette. Il n'avait pas vu que le bus était arrêté, il lui est rentré dedans alors que les enfants montaient. Et certains vont même à dire, on n'est pas morts, on est des survivants. C'est miraculeux qu'il n'y ait pas encore de blessés. C'est la route des miracles en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les conducteurs sachent que c'est habité? Est-ce qu'il faut que quelqu'un meure pour qu'on fasse quelque chose? Il faut qu'il y ait un mort. C'est ça qu'on attend? Maître Blondel, avez-vous des On questions attend à qu'il y ait un poser mort. à ces deux témoins?
Excusez-moi, vous n'aviez pas fini? Non, j'ai pas fini. Excusez-moi. Il faut qu'il y ait un mort. C'est ça qu'on attend. On doit attendre qu'il y ait un mort pour qu'il se passe quelque chose. C'est ça finalement la leçon de cette histoire. Hein. On est obligé d'attendre le mort pour agir. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avant? Est-ce qu'on est obligé de laisser ses habitants subir cette pression quotidienne? On peut vraiment rien faire avant que cet accident tragique arrive, pendant qu'il nous reste encore 2 enfants et un chien? J'ai fini. Merci, maître. Maître Blondel, souhaitez-vous interroger les témoins? Oui. Scoop, maître Ferren, le monde est moche, le monde est horrible, il y a des morts, merci. Première question que j'aurais pour Héloïse. Quand tu vas à Mulhouse ou à Belfort, par exemple, est-ce que tu regardes autour de toi avant de traverser la route? Je vais à Mulhouse ou à Belfort Non, mais quand tu es à pied, sur un trottoir, à Mulhouse, est-ce que tu regardes avant de traverser la route? Essayez d'être plus précis, maître Blondel, dans vos questions, s'il vous plaît. Oui, je note juste que c'est rien de spécifique à quand on traverse une route à Belfort, à Mulhouse ou à La Chapelle. On fait attention de traverser la route. Merci, c'est la seule question que j'aurais. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. Pardon, merci de nous laisser rasseoir les témoins, maître Blondel. Sur ce sujet de la sécurité... Attends. Ah ouais, excusez-moi. Je n'ai pas terminé. Par contre, j'aurais bien pensais voulu que vous aviez le témoin. fini. Moi, je n'ai renvoyé que le témoin numéro 1, je n'ai pas envoyé le témoin numéro 2. Il est bien préparé, ce procès. Merci, maître Blondel, pour cette maîtrise de votre sujet. C'est ironique. C'est ironique. Bien si moi, vous ne maîtrisez pas votre Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Je me battrai aussi de noter que Maître Ferren essaye de nous apitoyer, de nous émouvoir en ne convoquant exclusivement que les témoins enfants. C'est mignon, un enfant, merci. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, j'avais aussi une question pour vous, que j'ai complètement oubliée, donc il faut que je la retrouve. Ah oui, Maître quand on improvise, c'est toujours plus... Non, c'est bon, j'ai retrouvé ma question, merci. Maître Blondel, s'il vous plaît, reprenez vos esprits, maître Ferren, je vous dispense de vos commentaires. Alors j'ai un petit souci quand même avec l'insécurité et surtout avec quelque chose qui s'appelle le sentiment d'insécurité, c'est que c'est précisément un sentiment. Et qu'un sentiment, c'est pas très objectif, et que dans un procès, dans un jugement, dans une cour, comment on fait pour juger d'un sentiment? Ça me semble un petit peu difficile de condamner quelqu'un à un sentiment ou à un non-sentiment. Donc j'aimerais bien qu'on essaie un petit peu d'objectiver un peu les choses. Et en fait, j'avais plus du tout besoin de vous poser de questions. De demander. Maître Blondel, c'est la dernière fois que je tolère ça. J'avais plus besoin de demander au président. Est-ce que vous pouvez nous aider sur cette question à objectiver et à avancer un peu? Merci, maître Blondel. Je vais surtout faire avancer ce procès qui commence à durer par votre faute. Sur ce sujet de la sécurité, nous avons justement un expert. Plutôt la réponse d'expert, c'est les réponses de la gendarmerie, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. C'est Éric Parot, maire de la Chapelle-sous-Rougemont, qui nous en fait lecture. Il est par ailleurs le premier policier de la commune. Monsieur le maire, combien de véhicules passent réellement à la Chapelle? Avez-vous des comptages? Et parmi ces véhicules, quelle est la proportion de poids lourds? Alors, oui, on a des comptages. Sur les derniers comptages réalisés, alors qui sont comptabilisés par la commune, puisqu'on a des appareils de chaque côté, c'est 10 000 véhicules jour, dont 9% de plus de 3,5 tonnes. Très bien. Dans les plus de 3,5 tonnes, il y a des véhicules qui peuvent être. Très bien. Ces comptages sont effectués toute l'année ou c'est... Oui, toute l'année, on a des appareils qui les mesurent toute l'année. D'accord, donc on est à 10 000 véhicules jour globalement. On est à 10 000 véhicules jour. Très bien. Combien y a-t-il d'accidents en réalité? Alors on va dire par an, en prenant une moyenne annuelle ou... Alors, en fait, j'ai les derniers chiffres communiqués par la gendarmerie. Donc, sur la période du 1er janvier 2017 à aujourd'hui, il y a eu 6 accidents, sachant qu'ils n'enregistrent que les accidents où il y a au moins un blessé. Donc, il y en a eu un à La Chapelle, ils prennent sur la 83, 2 à Menoncourt, 1 à La Rivière et 2 à Felon, dont un mortel à Menoncourt. Très bien. Et je vous remercie d'être très clair, précis et juste dans vos propos, car la gendarmerie vient d'entrer dans la pièce. Combien de PV ont été donnés pour ces infractions? Alors, on n'a pas toujours le résultat des infractions, parce que c'est fait par différents services. Néanmoins, j'ai reçu les dernières infractions, notamment sur la période entre le 23 février et le 4 mars. Donc maintenant, sur cette période-là, hors week-end, on a eu 37 infractions constatées.
sachant qu'ils sont là sur une période de 1 heure à 2 heures, voilà, sur ces jours-là. C'est impressionnant, 37. Il y a eu 4 excès de vitesse supérieurs à 50, dont 3 compris à plus de 20 km/h. Je vous remercie. Et après, excusez-moi. il y a 27 poids lourds qui étaient en infraction par rapport à l'arrêté municipal sur cette période-là. Donc sur des créneaux de 1 à 2 heures sur les 2 dernières semaines en gros. Voilà, sur une semaine. D'accord. Dernière question, pourquoi ne mettons pas de radar fixe ou mobile à La Chapelle? Alors, les radars, c'est une décision de la préfecture. Voilà, il y a des choses qui sont en cours, mais ce n'est pas une décision de la commune. Je vous remercie. On reviendra, je crois, sur cette question des radars plus tard. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci du coup à la gendarmerie d'avoir fourni à M. Parot les réponses à ces questions. Je redonne la parole à la défense. Nous avons bientôt fini ce premier chef d'accusation. Merci, monsieur le juge, d'avoir appelé cette expertise qui confirme mes affirmations. La sécurité nécessite des moyens que les puissances publiques n'ont pas et n'auront probablement jamais. Souhaitons-nous vraiment un policier, pardon, excusez-moi, un gendarme, un radar à chaque virage de chaque route de France? Non. Ce serait invivable. Donc revenons à la question de l'insécurité. Un sentiment, je disais, que tout le monde ne ressent pas. Et j'appelle, pour confirmer ce point à la barre, le témoin 143. Je représente le témoignage 143. Est-ce qu'il y a un problème d'insécurité dans ce village? Je cite, non. Pour moi, c'est un bon petit village. C'est un bon petit village, calme et tranquille. Donc c'est un village dans lequel on se sent bien. Je pense que c'est ce que a voulu dire le témoin. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Maître Ferren. Merci. Vous pouvez regagner votre place, madame. Pour finir cette première partie, monsieur le procureur, je vous donne la parole afin d'exprimer vos demandes de réparation. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs, considérant l'ensemble des propos entendus ici, les témoignages, les instructions, les éclairages d'experts, considérant les droits inaliénables en vigueur et ceux qui pourraient l'être, au nom du droit à habiter dignement, nous demandons l'isolation phonique de la route et de ses abords par des écrans acoustiques, interpleins, des revêtements routiers adaptés, des murs anti-bruit. Au nom du droit à la santé, monsieur le président, nous demandons l'expérimentation et la mise en place de nouveaux dispositifs de réduction de vitesse. Par exemple, un radar de tronçon, ou encore un radar pédagogique, un dos d'âne en trompe-l'œil, ou encore un passage à niveau pour piétons. Au nom du devoir d'égalité territoriale, nous demandons de poursuivre le dialogue sur le tarif poids lourd de l'autoroute, de réclamer collectivement une solution, un partage du trafic routier qui servirait à tout le territoire, et surtout de ne pas lâcher sur le report des camions sur l'autoroute. Au nom du devoir politique, nous demandons de repenser la mise en œuvre de la réglementation en vigueur, d'ouvrir un dialogue ou un partenariat avec les gendarmes. Et enfin, au nom du droit à la mobilité, nous demandons de travailler les solutions de mobilité alternatives. Nous pensons notamment à l'ouverture des bus d'entreprise à tout le monde. Nous pensons également au réseau de transports en commun qu'il faudrait repenser. Nous pensons à la sécurisation et au développement du réseau des pistes cyclables et des itinéraires piétons. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Pour finir cette première séquence, l'instruction souhaite-t-elle ajouter quelque chose qui n'aurait pas pu être dit jusqu'ici? Oui, nous avons un témoin à faire entendre. Je vous en prie. Monsieur Chapuis, donc, vous êtes habitant de La Chapelle. Oui. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Et à combien de mètres vous habitez de la route? On est sur la route quasiment. Vous habitez sur la route. Il y a le trottoir et la route, donc... C'est beau la route.
Silence, s'il vous plaît. Quel est votre métier? Chauffeur poids lourd. Et en tant qu'habitant et chauffeur, poids lourd, est-ce que ça vous gêne qu'il y ait du monde sur cette route? Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur ça? Après, la route est à tout le monde paye les impôts. Donc on a tous le droit de l'utiliser, je pense. Il peut y avoir, moi je dis, c'est ce que je dis, il peut y avoir 300 000 véhicules qui passent par jour. C'est les 50 ou 100 qui roulent un peu fort, même voire très fort, qui sont gênants. Sinon les autres, voilà, ils vont d'un point A à un point B. On est tous pareils, tout le monde ici utilise sa voiture. Donc sa voiture, ou moi je suis chauffeur poids lourd, ben, c'est mon métier, oui, ben, je transporte des marchandises d'un point A à un point B. C'est comment? Et comment? Moi j'aurais une petite question pour plus ou moins tout le monde. Est-ce que tout le monde respecte le code de la route à 200%? C'est une question rhétorique. Merci de ne pas répondre. Non mais, après, monsieur le juge, on a le droit de se plaindre, mais est-ce que tout le monde est parfait? Ben, ils font leur métier. Et vous, comment est-ce que vous faites votre métier? Ben, moi, je suis sans stress, donc, mon chef a beau me mettre la pression, je respecte. Quand il y a un panneau, ben, si un panneau de village c'est 50, je roule à 50. Sur l'autoroute c'est 90, ben, on roule à 90. Il y a la route nationale, c'est 80, eh ben, je roule à 80. Et avec les voitures, les véhicules qu'on a à l'heure actuelle, il y a des régulateurs de vitesse. Donc il y a juste à appuyer sur un petit bouton. Et ça se passe, et puis voilà. Enfin, oui, et même vous nous aviez dit au cours de l'instruction que pour vous, la route c'était aussi une forme de philosophie. Ben oui, voilà, après c'est comment? Oui, c'est une philosophie la route. C'est sûr que si on part avec du stress, eh ben, on roule stressé. Si on part, si la pression on s'en fout, ben si on part dans les temps, on arrive dans les temps. Si on a un rendez-vous, qu'on part avec une demi-heure de retard et puis qu'on a 1h30 de route, eh ben, on n'arrivera forcément pas à l'heure. Ou alors on appuie sur le champignon. Merci. Merci monsieur pour ce témoignage. Ce premier chef d'accusation, le traitement de ce premier chef d'accusation est donc terminé. Je vous propose une petite respiration avant de passer au traitement du deuxième chef d'accusation. Je vous le disais, le premier constituait le gros morceau de ce procès, les deux autres seront plus courts. C'est une longue respiration, du coup. Ouais, c'est un peu... Ouais, je sais. C'est sans fin. C'est sans fin. Très bien. Qu'est-ce que c'est agréable. Merci, monsieur le greffier. Chef d'accusation numéro 2. La route est accusée de couper en deux le village, de provoquer des dissensus, de nuire à la cohésion économique et sociale. Je donne la parole à l'accusation. Maître Ferren. Merci. À qui sert la route? À quoi elle sert? Monsieur, apparemment, son entreprise, son travail quotidien. Mais à qui elle sert majoritairement cette route? Est-ce qu'elle sert aux habitants de la Chapelle? On a bien vu là où elle la desservait, mais où est-ce qu'elle leur sert? À quoi elle leur sert? Et à qui elle sert? À qui profite le crime, en somme? J'aimerais vous inviter à considérer qu'elle profite surtout à une économie mondialisée, dérégulée, qui profite des interstices des réglementations pour faire du profit. Et pour en parler, j'appelle à la barre le témoin 211, représentant de la récente plateforme logistique qui s'est installée à Réauban. Maître Blondel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Que se passe-t-il?
le témoin dont parle Maître Ferren est absent, n'a pas répondu à notre demande. Très bien, Maître Ferren, je suis désolé, vous... Cette absence, finalement, cette absence est tout le signe de l'intérêt qu'il porte pour le village. Merci, Maître. Je donne du coup la parole à Maître Blondel. Merci, Monsieur le Président. Accusé. Ah non, c'est bien préparé, dis donc, Maître Ferren. Moi, j'avais appelé les témoins qui sont là. Excusez-moi. C'est bien, c'est un collègue de travail. Alors, Maître Ferren aurait voulu démontrer que blablabla, économie mondialisée, blablabla, c'est horrible, encore, toujours sa vision pessimiste. Moi, j'essaie de vous montrer quand même que cette économie mondialisée, elle sert aussi le village, elle s'incarne. Le village, il en profite grâce à quoi? Il en profite grâce à la route. C'est la route qui relie l'économie mondialisée à l'économie du village. J'appelle donc à la barre le témoin 211. Monsieur Cortinovis. Vous ne connaissez pas votre petit numéro? Ah non, vous m'avez fait peur, j'avais sauté pour un imbécile après tout ce que je venais de dire. Je connais pas les questions non plus. Ben, c'est beau. Ouais. Ah, bonjour. Quel est votre métier? Alors je préside un groupe qui s'appelle M+, et qui est basé principalement à la Chapelle-sur-Oulme. Ok, vous avez combien d'employés? Alors le groupe aujourd'hui fait 280 personnes et 200 personnes, donc 200 personnes effectivement à la Chapelle-sur-Oulme. Depuis combien de temps? Alors on est né, on a la particularité d'être né ici en 1987. On est né, on a grandi et surtout on se développe à la Chapelle-sur-Oulme. Aujourd'hui on est parti 20 puis on est 200 sur le site. Et pour vous, c'est quoi le bénéfice d'être à la Chapelle? C'est une histoire, c'est le hasard d'une histoire. Le créateur à l'origine a rejoint une entreprise qui était dans cette zone-là, dans le locaux d'ancienne brasserie, et puis il a développé son affaire, qu'on a repris il y a quelques années. Donc c'est le hasard d'une histoire qui fait qu'on est ici. Et la situation de la Chapelle, c'est quelque chose qui vous arrange? C'est un territoire bien connecté par rapport aux activités de votre entreprise? Alors c'est un territoire qui est bien connecté. Alors on souffre quand même, nous, un petit peu ce qui a été dit. On souffre derrière, moi quand je pars le soir, c'est très compliqué pour moi de repartir direction Merci, Manon-Pau. c'est pas très vraiment le sujet. Mais c'est ma réponse. Et je voudrais ajouter à ça également, en disant, on a parlé de bus aujourd'hui, il n'y a pas que des gens qui ont des voitures. Nous, on essaie d'intéresser des jeunes à rejoindre notre entreprise, des apprentis. On a des horaires d'équipe, donc effectivement, on démarre tôt, on peut rentrer tard, et il n'y a pas de bus, à la Chapelle. On a parlé de 3 bus, mais des horaires qui ne correspondent pas à des horaires d'entreprise. On souffre de ça également. Par contre, effectivement, derrière, on a aussi besoin, ça va être dans votre sens, de camions, parce qu'on a besoin de quelques matières premières, il faut qu'on nous livre ça. Et puis on a aussi besoin de faire partir les produits qu'on a travaillés. Donc on a également besoin de ça. Et est-ce que vous pensez que la Chapelle bénéficie de votre présence? Que l'économie de la Chapelle bénéficie de votre présence? On a quelques salariés qui habitent à la Chapelle-sur-Oulme ou à proximité, donc effectivement, on a besoin d'entreprises pour faire vivre au niveau local. Merci à vous. Merci. Merci, Maître. Oui. Attendez, Maître Ferren, avez-vous une question à poser aux témoins? Oui, c'est... Qu'est-ce qui finalement, quel type d'aménagement pourrait permettre à plus d'entreprises de s'installer? Comment on pourrait continuer à profiter de cette attractivité? C'est une excellente question, j'ai bien fait de le dire. Effectivement, aujourd'hui, on cherche à se développer. On a beaucoup de discussions, notamment avec la mairie, la communauté de communes. Aujourd'hui, on est à l'étroit, quelque part, sur la zone. On est arrivé à la limite d'une zone. Donc on a besoin, nous, un peu d'espace. Effectivement, on se projetterait, nous, on est très partisans, de développer la zone qui existe aujourd'hui sur la Chapelle. Il y aura encore plus de trafic? C'est pas forcément... Il n'y a pas que notre trafic, mais derrière, effectivement, il y aura besoin de trafic. Il y aura des emplois qui seront à la clé. Oui. Merci. Il suffirait d'enlever des entreprises, il suffirait d'enlever le village et la route, et vous n'auriez plus de soucis non plus. Merci. Merci, monsieur. Merci pour vos réponses. Maître Blondel, toujours? Avez-vous un autre témoin à interroger? Oui, Monsieur le Président, j'appelle à la barre le témoin 212, s'il vous plaît. Représenté par le bureau des investigatrices et votre travail, Monsieur le Président. Environ combien de personnes cela représente? On va dire 40-45% des personnes interrogées.
Ok, et qu'est-ce qu'il pense de la route d'un point de vue économique? Je cite, la route c'est du travail. Moi je voudrais vraiment que vous notiez une chose que moi je pense, parce que dans le village il y a deux écoles, il y a ceux qui sont pour la route et il y a ceux qui sont contre. Mais moi je suis à 100% pour la nationale 83 et que ça roule sur cette route. Parce que moi je vais au travail tous les jours. Parce que ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que La Chapelle-sous-Rougemont, c'est un village de travailleurs. Il continue. Parce que la route, elle est là pour nous emmener travailler. Puis pour gagner notre vie. C'est des jeunes couples actifs, tous ceux qui achètent les maisons. Ils disent, donc, la route, c'est un axe pour aller au travail. La route, c'est des camions sur la route, c'est du travail, c'est de l'économie. Dans le village, il y a des agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils feraient sans la route ? Et la 83, c'est un point noir par rapport à la Circu, mais ça fait vivre aussi les commerçants du village. On serait sur une route perpendiculaire, ils auraient 10 fois moins de monde. Donc ils disent, donc moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus cracher sur la route, parce que c'est le travail qui passe sur la route. En d'autres termes, la route c'est l'économie c'est la route. Ou pour reprendre le témoin précédent, qu'est-ce que serait qu'un village sans route? Juste quand même pour rebondir par rapport au chef d'accusation. Le chef d'accusation dans ce procès, ce serait que la route nuit à la vigueur économique locale. Non seulement la route ne nuit pas à la vigueur de l'économie locale, mais elle la favorise. Merci. Vous avez fini, maître? Oui. Maître Ferren, avez-vous une question à poser au bureau des enquêtrices? Oui. Cet ensemble de témoignages voudrait nous dire que la route profiterait à l'économie locale, à la vie commerciale. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain nombre de mesures qui permettraient qu'elle profite mieux au commerce? C'est pas non plus une ville hyper commerciale, la Chapelle. Oui, je ne sais pas si je réponds à votre question, maître. Mais ils ont dit aussi qu'il faut continuer de laisser passer les gens sur la route, mais tenter de les arrêter. Ah oui. Comment on les arrête? Donc, parce qu'ils disent, donc ils ont dit que c'était un portefeuille qui passe sur la route, mais que le problème c'est qu'il n'y a pas de parking pour s'arrêter, ça c'est un problème à relever. Ils ont dit par contre, donc comment les arrêter? Donc si vous ouvrez n'importe quel commerce de qualité et qu'il s'arrêtait 1% de ce qui passe sur la route, ce serait le jackpot. La Chapelle-sous-Rougemont, si vous ouvrez n'importe quel commerce, si vous arrivez à faire s'arrêter les gens, ils pensent que ça tournera. Et donc ils disent, le problème c'est pas la route, c'est de faire arrêter les gens. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, vous pouvez gagner votre place. Je vous propose d'avancer un petit peu dans cette deuxième partie sur la dimension sociale, ou plutôt sur les conséquences sociales de cette route. On a ici parlé d'économie, mais les deux s'articulent, on le sait. Donc parlez-nous un petit peu de social, et je vous propose, maître Ferren, de poursuivre. Oui, c'est le cœur de ce deuxième chef d'accusation, hein, la manière dont la route, quelque part, provoque, en fait, quel type de vie elle propose pour le village, de vie sociale elle propose pour le village. Alors admettons que peut-être, effectivement, la route, ce soit l'économie. La route sert certains intérêts, certaines entreprises. Pour autant, la route, elle coupe le village en deux, elle coupe les gens en deux, elle coupe la vie en deux. Et c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à aborder un petit peu. Et pour vous essayer de vous montrer ça, de vous faire toucher ça du doigt, je vais convoquer 3 témoignages très courts, et je vais convoquer les 3 en même temps, représentés par une enquêtrice. Deux, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 2, 2, 1. Le témoin habite-t-il à la Chapelle? Oui, mais pas pour longtemps. À combien de mètres de l'accusé? 1 mètre. Et depuis combien de temps il habite ici? Je cite 3 mois. Enfin, nous, on est juste en location. Nous, on n'est que de passage ici. Hein. C'est un village de transit, un village tremplin pour dépanner un temps, puis pour mieux rebondir. C'est des locataires qui sont en tremplin pour aller habiter ailleurs. C'est ça. Et est-ce qu'ils pensent que c'est un village convivial? Alors, je donne leur réponse. On ne se voit pas vivre ici. Je ne sais pas si c'est la route, mais ici, les gens sont tendus. Ça râle beaucoup. Il y a trop de différence entre les nouveaux et les gens qui sont là depuis des années. On le sent bien quand on est locataire dans un logement pas terrible et qu'on supporte la route, qu'on n'a pas de jardin pour s'aérer. Enfin, il y a les modernes et les anciens et ça communique pas bien. Merci. Maître Blondel, sur ce premier témoignage, avez-vous une réaction? Non. Maître Ferren, veuillez poursuivre avec le deuxième témoignage. Le témoin habite-t-il à la Chapelle? Oui,
À combien de mètres de l'accusé vit-il? 25 mètres. Et depuis combien de temps habite-t-il ici? 80 ans. Et est-ce qu'il pense que ce village est convivial? Il répond « Avant, oui ». Mais bon, les nouveaux modes de vie et la route, ça a amené des gens qui viennent de loin, qui travaillent loin et qui font que dormir ici au final. Non, le village, ça a bien changé, hein, sérieusement même. Hein, parce que pour moi, en mal, hein, dans le sens qu'il n'y a plus de contact hein, avec personne. Hein. Les gens ne se parlent plus. C'est une vie de... Enfin, moi, je compare la campagne de maintenant à la ville d'il y a 20 ans. Enfin, il n'y a plus de rapport humain. On ne se voit plus. On ne voit plus personne. Avant, tu avais 1 ou 2 cafés ouverts. Tu avais une équipe de foot. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait des jeux de boules le dimanche. Et il n'y a plus personne. Je cite toujours. Hein. Il n'y a plus d'endroit pour se rencontrer. Rien, plus rien du tout. S'il vous plaît. Le recul des anciens. Un peu de silence au fond de la salle. Bon, merci. Le recul des anciens. C'est fini, Maître Ferren. Maître Blondel, sur ce témoignage? C'est terminé. Oui. Okay. Vous avez été distrait peut-être. Mais... Excusez-moi, c'est par votre brillant humour. Oui, j'ai une question. Plus, c'est technique. Oh, j'ai une question pour l'enquêtrice. Ouais. N'y a-t-il pas trace dans vos témoignages de gens qui se plaisent ici quand même? Excusez-moi, mais en fait, j'ai pas fini les 3 témoignages. C'était sur le deuxième, le témoignage sur le deuxième. Donc sur le deuxième, en fait, il y avait... ils ont répondu à la question... Ah oui, parce que c'était le monsieur qui disait que les gens se parlaient plus. C'est ça, le vieux monsieur. Voilà. Et en fait, il y a une question qui lui a été posée, savoir s'il y avait quand même des endroits où les gens se parlaient. Et en fait, répondu, il a répondu dans les lotissements. Merci. Voilà. Ils ont peut-être du contact entre eux, peut-être qu'ils se trouvent très bien, mais pour nous, la vie, c'est tout autre. Les lotissements, c'est une autre vie, les lotissements. Les lotissements, c'est une autre vie qu'avant. Ils sont entre eux. Dans les lotissements, ils sont entre eux. Ils se connaissent pas, mais après, dans le village, ils vont pas forcément dans le village. Enfin, ça reste très cloisonné dans le lotissement. C'est ça, les gens des lotissements. Voilà, c'est ce qu'il a répondu. Merci, s'il vous plaît. On ne se dissipe pas. Témoignage 2, 2, 3. Même procédure. Oui. Est-ce que le témoin habite à la chapelle? Oui. Et depuis, à combien de mètres de l'accusé? 2 mètres, il a répondu. 2 mètres, d'accord. Et depuis combien de temps il habite à 62 ans. 62 ans. Et est-ce qu'il pense que c'est un village convivial? Alors il répond, pour sympathiser avec les gens, c'est compliqué. Hein. C'est un village avec 67% de location. Objection, votre Et chiffre ne renvoie à rien. Est-ce qu'on pourra avoir... Merci, maître. Je note votre objection. Elle sera posée en temps voulu aux experts concernés. Je peux continuer? 67% de locataires. Voilà. Stop. Merci de passer sur les chiffres. Ok. Et les gens restent 1 ou 2 mois et s'en vont. C'est un village qu'il faut fuir au plus vite. Il y a beaucoup de turnover. On n'est pas un village accueillant. C'est un village inhospitalier pour les personnes précaires. Pour de multiples raisons, certaines personnes n'ont pas le choix d'atterrir ailleurs qu'ici. Et c'est la galère. Voilà, c'est ce qu'a dit la personne. Peut-on vraiment imaginer que l'ensemble de ces témoignages ne soit pas lié à la route? Peut-on vraiment imaginer que l'ensemble de ces impressions délicates sur la convivialité du village, et non pas du visage, rien à voir, ne soit pas lié à la route qui coupe ce village en deux et qui rend très compliqué la capacité à se rencontrer dans ce village? Merci, merci beaucoup. Maître Blondel. Je crois qu'on fera s'asseoir parce qu'il est très brillant. Notre Ferren, tout cela me paraît bien nostalgique. Vous cherchez encore à mettre sur la route tous les maux du monde. J'aurais donc une question à nouveau pour l'enquêtrice. De quoi précisément les gens se sont plaints dans votre enquête? De la route en particulier, ou plutôt d'un manque de lieu de convivialité ou de convivialité tout court? C'est difficile de répondre à cette question parce que les deux choses ont été évoquées. Je dirais, moi, en tant qu'enquêtrice, que la route occupe une grande place. Mais effectivement, l'histoire du manque de convivialité a été pas mal soulevée. Enfin, cette histoire de coupure, que les gens ne se rencontraient pas. Voilà. Merci. Maître Blondel, souhaitez-vous poursuivre sur un autre axe de défense? Je peux rejoindre ma place? Oui, et du coup, là, y revenir, peut-être? Non, non. Attendez donc que je l'appelle. Excusez-moi. D'accord, on change d'enquêtrice, c'est pour ça.
Je vais donc être d'accord avec le chef d'accusation, il y a un problème de cohésion sociale dans ce village. Mais il y a aussi un problème de cohésion sociale dans toute la société. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier à La Chapelle? Je crois que la responsabilité de ma cliente dans cette histoire, elle me paraît limitée. Et j'aimerais donc apporter un peu de nuance dans ce procès, en rappelant qu'il y a aussi des habitants qui vivent bien ici, et j'appelle à ce sujet le témoin 2 de 4. Est-ce que vous habitez à La Chapelle? La personne a répondu que oui. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? 5 ans. Ok. Et est-ce qu'elle considère que c'est un lieu convivial? Elle a répondu que oui. C'est un village convivial, La Chapelle. Elle a dit on est heureux de vivre ici, on a des liens forts avec nos voisins et plusieurs couples du village. Franchement, moi j'ai des super voisins. C'est pas compliqué de faire de belles rencontres ici. Les gens aiment se rassembler. Il y a toujours du monde aux événements du village, comme à la fête des voisins par exemple. Et les photos qui défilent derrière vont en fond ce que vous racontez d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels se concentre cette convivialité? Apparemment, ce serait le City Stade. Il y a beaucoup de gens qui disent au City Stade, il y a de la vie, il y a plein de monde. Donc quand on défocalise un petit peu de l'obsession de mon collègue pour la route, on s'aperçoit que finalement il y a des choses qui se passent à La Chapelle, que c'est plutôt un endroit agréable où il fait bon vivre. Merci. Merci madame. Vous pouvez retourner à votre place, à moins que monsieur Ferren, mais je ne pense pas. Non, ça se voyait. Du coup, je voudrais juste revenir sur l'objection de Maître Blondel tout à l'heure à propos des chiffres énoncés par un des témoignages sur la répartition entre locataires et propriétaires. Je propose que madame Zatorski, urbaniste à la région Bourgogne-Franche-Comté, juste nous donne quelques éléments chiffrés statistiques. Déjà, pouvez-vous nous donner vos sources, d'où viennent vos chiffres? Oui, chiffre INSEE 2018. Très bien, merci madame. Pouvez-vous nous donner la répartition exacte entre locataires et propriétaires à La Chapelle-sous-Rougemont en 2018? 64,3% de propriétaires et 31,5% de locataires. Pas tout à fait la même chose. S'il vous plaît. Effectivement, du coup, j'invite au procès-verbal à noter que les déclarations du témoin précédent étaient erronées. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres? Alors, pour une commune de cette taille-là, il y a plutôt plus de locataires qu'ailleurs. Pour autant, les chiffres sont conformes à la moyenne du département de Belfort, par exemple, donc ça reste un chiffre raisonnable. Et par ailleurs, le taux de propriétaires a augmenté depuis 2008, conformément aux chiffres nationaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette deuxième partie avant de commencer la troisième et dernière partie qui est la plus courte. Pour finir cette deuxième partie, monsieur le procureur, je vous donne la parole afin d'exprimer vos demandes de réparation. Merci, monsieur le président. Les demandes de réparation. Considérant les propos ici entendus, les témoignages, les instructions, les éclairages d'experts, considérant les droits inaliénables, et au nom du devoir d'égalité territoriale et du droit à la qualité de vie locale, nous demandons de développer un travail d'accueil, d'arrêt et de captation du trafic pour l'économie locale, de développer une politique d'accueil communal de commerce de proximité. Nous demandons également, au nom du devoir d'égalité territoriale, d'accompagner la rénovation des logements, particulièrement ceux qui bordent la route. Au nom du devoir d'hospitalité, nous demandons d'organiser l'accueil des nouveaux habitants. Au nom du devoir de citoyenneté et du droit à la joie, nous demandons de travailler l'aménagement d'espaces publics, de lieux et des temps de convivialité et de partage, notamment au City Stade, sur la place centrale, sur le secteur de l'ancien cinéma et sur la cure. Enfin, au nom du droit à l'exaltation publique, nous demandons l'organisation d'un temps de catharsis et de purge collective. Par exemple, fermer la route une journée et organiser une gigantesque fête, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur, pour ces demandes de réparation.
Est-ce que l'instruction souhaite, s'il vous plaît, un petit peu de calme, on aborde la dernière partie. L'instruction souhaite-t-elle ajouter quelque chose à ce stade pour conclure cette deuxième partie? Oui. Je vais vous demander de respecter l'immobilité et le silence afin que nous puissions écouter ensemble la parole de l'accusé. Silence. Merci beaucoup à l'accusé pour cette belle perspective sur le projet. Chef d'accusation numéro 3. La route est accusée d'enlaidir la commune, de produire une image très minérale et de focaliser toute l'attention au détriment de la campagne environnante. La parole est à l'accusation, Maître Ferren. Oui, cette route est laide. Excusez-moi, elle aide ou elle aide? Elle est laide. She's ugly. Merci, maître. Votre maîtrise de l'anglais est excellente. Elle est droite, très minérale, très vide. Les entrées de ville, mon Dieu, les entrées de ville. Elle produit une image très minérale de ce village qui est pourtant très verte. Très vert même. Et je pense même que ça nous empêche de voir ailleurs. Et pour parler de cette question-là, de cette focalisation, j'appelle le témoignage 3-1-1. Témoignage porté par l'enquête. Vous habitez La Chapelle. Oui. Le témoin habite La Chapelle. Et quel regard porte ce témoin sur la route? Il dit, cette portion, mais c'est très long. Mais c'est très moche. Non, mais quand on est à 50, c'est long, mais c'est interminable. C'est large, c'est tout droit. Ça donne une sensation qu'on peut aller vite, tellement c'est large. Enfin bon, c'est un boulevard, quoi. Je cite. Sincèrement, non, mais le village le plus moche du secteur, c'est La Chapelle, hein. Non, mais c'est un machin, là, tout en longueur. Je comprends les gens qui passent droit et accélèrent, hein. Non, mais quand je n'habitais pas là, je n'avais pas conscience du village, moi. Je passais régulièrement sur la route et je me disais, oh, c'est pas possible, mais c'est moche. Non, mais cette longueur, là, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Enfin, c'est pas un village habité, en fait. C'est une route moche où les gens passent et s'arrêtent pas. C'est la fin du témoignage. Merci. C'est vrai qu'on se demande si c'est effectivement un village ou une route, plutôt, pour reprendre dans l'autre sens. Hein. Et effectivement, elle focalise l'attention. On est coincé sur cette route. On est complètement coincé sur cette route. On n'arrive plus à voir autre chose que cette grande artère lente. Merci. J'ai fini. Merci, maître. Vous pouvez gagner votre place. Maître Blondel, parole à la défense. Je n'ai pas de question, de toute façon elle est déjà partie, mais... C'était pas sur cette... Non, mais pas de problème, je vais juste rajouter à mon cher collègue que ce n'est pas un village ou une route, c'est un village au bord de la route. Si vous avez besoin d'autres explications comme ça, n'hésitez pas à me demander. C'est tout? C'est tout. Merci pour ce commentaire. Vous voulez m'aider S'il vous plaît. Je vous redonne la parole, maître Blondel, si je crois que vous avez un témoin à ce stade. Oui. Ma cliente est accusée d'envahir la commune. Il me semble que la beauté, ça reste une histoire de perspective. Hein. Et donc, encore une fois, comme pour l'insécurité, c'est un sentiment. Donc, j'appelle à ce sujet un témoin 3-1-2 qui va dire précisément le contraire. Le témoignage sont tous contraires. Ma précision. Vous habitez La Chapelle ? Alors, c'est une petite compilation là. Donc, oui, toutes les personnes qui ont répondu à l'interrogation habitent La Chapelle. À peu près combien d'habitants ça représente ? Alors, 60% pensent ça, tandis que 40% ne sont pas au courant.
des personnes interrogées au lors cours de de juin 2021 et mars 2022. Excusez-moi, monsieur. Merci d'être précise dans la réponse, dans les réponses. que vous Excusez-moi, accordez. Monsieur le Président. Maître Ferren, c'est la dernière fois. Je suis bien d'accord. Vous vous livrez à ce genre de commentaires. Excusez-moi, maître. Maître Ferren, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous traiter de vilain garnement devant tout le monde. Je préférerais ne pas avoir à le faire, alors s'il vous plaît, contenez-vous. Nous arrivons à la fin. Maître Blondel, à vous le... Enfin. C'est tellement drôle, monsieur le Président. Si on écoute monsieur Ferren, on dit que la route est large. Pourquoi la route est large? Ils répondent la route est large parce que c'est un village de convoi exceptionnel. Et c'est pas quelque chose qui rendrait quelque part la route exceptionnelle? À cette question, ils disent oui, c'est une fierté d'être une route à convoi. On voit passer le fleuron de l'économie. Les camions avec les turbines, quand ils passent, c'est géant. Le gros convoi, on est fier, c'est beau. On adore les gros convois, ils roulent doucement. Et cette lenteur, c'est beau, tout simplement. La route est belle, la route est belle. Merci. Merci, maître Ferren. Oui, exceptionnel, et la route exceptionnellement nuisible. Mais, maître Ferren, souhaitez-vous Merci. pas poser une question au Non, non, merci. Pas de question, Tomonette. Madame, vous pouvez retourner à votre place. Merci beaucoup. On parle justement de cette question de largeur, de convoi exceptionnel. Ça semble répondre à certaines normes et certains règlements. J'aimerais appeler pour ça une expertise, Madame Morgane Peteki de la DDT, est ici présente. J'ai deux questions en gros, rapidement. Est-ce que vous pourriez me dresser un petit peu un constat de ce que sont les convois exceptionnels, d'où ça vient, depuis quand, est-ce qu'il y a une réglementation spécifique et tout ça? Peut-être un petit récapitulatif juste avant de répondre à votre question. Allez-y. Donc il faut savoir quand même que le département 68, c'est un point d'entrée en France pour les convois en provenance de l'Est de l'Europe. Je ne sais plus, tout à l'heure une personne a parlé de Pologne, effectivement, donc on retrouve là l'information, mais aussi en provenance du port de Strasbourg. Donc de ce fait, la RD 83, à hauteur de la commune de La Chapelle-sur-Rougemont, est un point de passage qui est très fréquenté par les transports exceptionnels dans les deux sens de circulation. Alors il faut savoir aussi que c'est un itinéraire de 3e catégorie qui appartient aux réseaux nationaux. Il supporte donc les convois les plus lourds de l'Hexagone avec l'activité de General Electric, qui est implantée donc, sur Belfort. Toutefois, la majorité des convois ont un poids total quand même inférieur à 120 tonnes. Alors, il faut savoir au sujet de ces transports donc, de J, de mémoire, l'année dernière, il y a eu à peu près une demi-douzaine de ces gros transports dont la dame trouvait tellement beau, qui effectivement vont doucement, sont accompagnés de par leur importance de guichis, de voitures, d'accompagnateurs, souvent des forces de l'ordre également. Voilà. Et puisque ces convois passent par là, il faut quand même une largeur, bien sûr, minimale de la... Ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des normes spécifiques ou une réglementation largeur spécifique minimale qui est d'ordre, alors, le conseil départemental de source aurait donné 9 mètres, me semble-t-il, à vérifier. Et y a-t-il d'autres dispositifs en dehors de la largeur qui doivent être mis en place sur les routes ou... Alors oui, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle aux abords immédiats, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de détérioration. Il faut également aussi, au niveau de la réglementation, il y a beaucoup d'articles, alors en fonction du tonnage, des dimensions, etc. On a donc une longueur, il faut que ce soit une longueur supérieure à 16,50 m, supérieure à 2,55 m, supérieure à 25 mètres, enfin, il y a tout supérieur à 40 tonnes, etc. C'est en tout cas quelque chose de très réglementé et qui... C'est très réglementé, très encadré et voilà, accompagné de véhicules guides, de forces de l'ordre. Enfin, voilà, Et ça a des conséquences sur l'aménagement et sur le paysage de cette route. Des conséquences, donc on ne peut pas faire éventuellement par exemple de ralentisseurs à hauteur, puisque Très bien. le convoi exceptionnel ne pourrait pas le supporter. Les Ferrari non plus, je crois. Je vous remercie pour ce... Nous restons sur les convois exceptionnels. Merci beaucoup, madame, pour vos réponses. Maintenant qu'on a eu cet éclairage, je vous propose de redonner la parole à la défense. Maître Blondel, avez-vous un témoin à convoquer? Oui, je vais revenir maintenant sur la deuxième partie du chef d'accusation de cette troisième grande partie. Je sais pas comment ça suit, mais en gros, ma cliente est accusée de focaliser sur elle toute l'attention au détriment de la campagne environnante. Je vous cite, Monsieur le Président. Sur ce point, je vais être d'accord. L'existence même de ce procès le prouve. Mais est-ce bien
de la faute de ma cliente. Je vais donc maintenant appeler le témoin 3, 2, 1 pour nous permettre de prendre un petit peu de hauteur. Frédéric, qu'est-ce que c'est que ceci? Merci. Alors madame, je vous ai appelé ici parce que vous êtes une spécialiste des cigognes. Oui, c'est ça. Pourquoi les cigognes, elles viennent s'installer à la chapelle? Parce qu'elles s'y plaisent. Elles trouvent plein de choses. C'est quoi les choses qu'elles affectionnent? Alors, elles aiment tout ce qui est les petits rapaces, toutes les petites bêtes environnantes qu'on peut trouver dans notre belle campagne. Donc vous voulez dire que ça sous-entendrait qu'il y a une belle campagne à la chapelle? Tout à fait. Merci, je le souligne. Le bruit de la route ne les gêne pas? Pas trop. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que l'ouïe, c'est quelque chose qui est très développé chez la cigogne, n'est-ce pas? Et qu'elles ont les oreilles en forme d'entonnoir. Voilà. Donc si elles sont là, c'est qu'elles s'y plaisent. Merci pour ces considérations naturalistes. Quand Merci. même, Merci beaucoup. Non, mais ce ne sont pas des animaux sourds, c'est important. Merci. Continuons. Poursuivons, s'il vous plaît. Elles ne sont pas sourdes et elles aiment la chapelle. Exactement. Merci de limiter les bavardages dans la salle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles voient, les cigognes? Elles voient tout ce qu'il y a autour, les beaux jardins avec des fois des jolis trésors, les enfants qui jouent, les cabanes, voilà, les petits cours d'eau, les habitants qui se promènent, main dans la main, les amoureux qui se bécotent, toutes ces belles choses de la nature et de la vie. Est-ce qu'elle voit simplement un village rue ou est-ce qu'elle voit quelque chose de plus large? Ah non, elle voit quelque chose de merveilleux. Vous venez de faire votre écharpe. On dirait que tu l'avais taché dans douillet. Ah, s'il vous plaît. Maître Ferret, vous êtes un vilain garnement. Maître Blondel, c'est fini ces petites considérations Moi, j'ai pas fini. Hein. Ouais. C'est pour ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Je voulais rajouter qu'il y a des animaux, il y a des vaches, voilà, il y a des fermes, il y a tellement de choses qu'elles voient depuis là-haut que nous on voit pas parce qu'on voit tellement cette route horrible apparemment. Voilà. Donc la chapelle c'est beau. Merci pour ce témoignage précieux qui nous permet de nous plonger dans la tranquillité de la chapelle, de ses alentours, sa beauté, son environnement, sa verdure. Les fleurs surtout. Les fleurs. Merci. Je vous en prie. Merci madame. Je vous en prie, merci. Poursuite de... Je vous laisse Maître Ferren, pardon, poursuivre l'accusation. Merci pour ce témoignage. Alors malheureusement, on n'est pas des cigognes. Précisément, costume. La question qu'on peut se poser, c'est comment on les découvre finalement ces endroits-là. Comment on y va si on est coincé sur cette route. Effectivement, peut-être qu'on ferait bien de regarder un petit peu ailleurs, mais je dois vous concéder que ça pourrait être intéressant par rapport à notre sujet. Mais comment on y va, comment on s'y rend, comment on y circule dans ce village. Et pour parler de ça, j'aimerais appeler le témoin 3, 2, 2. Christophe. Bonjour. Bonjour. En plus d'être un super papa, vous habitez à la Chapelle. Oui, j'habite à la Chapelle, oui. Et à combien de mètres de l'accusé vous habitez? 1 mètre. 1 mètre? Oui. Vous habitez dans le village? Oui. Excusez-moi. Vous pouvez enlever votre masque, je peux enlever, monsieur, si ça ne vous dérange pas. Merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous promenez dans le village? Oui, je me promène, oui. Est-ce que c'est facile de se promener dans le village? Oui, c'est facile, mais il faut toujours passer par la route. Et est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, comment on fait pour aller de chez vous au City Stade, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure? Il faut, à un moment donné ou à un autre, il faut traverser la route, quoi. Donc vous n'avez pas le choix. Après, une fois que vous avez traversé la route, vous arrivez toujours à trouver un chemin pour aller jusqu'au City Stade. Mais il faut traverser la route, quoi. Est-ce qu'on peut passer derrière l'école, par exemple? Non, on ne peut pas passer derrière l'école. Est-ce qu'on peut longer les cours d'eau, par exemple? Non, ce n'est pas possible. Surtout si vous habitez côté Anjou. Alors là, accéder à la nature, c'est plus compliqué. On est coincé par la route, c'est ça? Il n'y a pas de chemin, quasiment pas, quoi. Et puis voilà.
Donc c'est un peu plus facile côté Rougemont, mais il faut traverser la route à ce moment-là. Merci beaucoup. Une fois de plus, bien beau de pouvoir profiter de la nature, encore faut-il pouvoir y accéder. Exactement. Merci. Maître Blondel, attendez, restez là s'il vous plaît, monsieur Christophe. Je veux juste attendre que mon collègue s'assoie. Et insister sur un point que vous venez de dire. Vous dites qu'il n'y a pas de chemin. C'est bien ça le principal problème. C'est pas la route, c'est l'aménagement de ses alentours. Merci. Merci. Ouais, mais ça n'existe pas partout. Merci beaucoup, monsieur. Pour finir cette troisième séquence, et donc là, on arrive bientôt à la fin du procès, est-ce que l'instruction souhaite ajouter quelque chose? Oui. Nous avons un témoin particulier qu'on aimerait bien appeler à la barre. Vous en avez l'opportunité. Bonjour monsieur, si on vous a fait venir là, c'est parce qu'en fait vous avez une façon au cours de l'instruction, en juin 2021, vous nous avez montré que vous avez une façon très facile et simple de rêver la chapelle sur Rougemont, son futur, et avec votre touche d'utopie et de rêve, voilà. Ouais, effectivement. Donc moi j'habite aussi à la chapelle, comme beaucoup de témoins qui sont ici, mais seulement je vois la route avec ses problèmes, mais comment dire, je me focalise pas sur ces problèmes. J'ai déjà dépassé ça il y a longtemps. Moi je suis à mon compte, je suis entrepreneur, et souvent quand je suis sur mon chantier et que j'ai un problème, je résous le problème avant de chercher c'est qui le coupable, quoi. Sinon j'avance pas. Et dans le cas de la route, pour moi je voyais ça la même chose, quoi. Je me dis les problèmes ils sont là, et maintenant il faut apprendre à vivre avec, et on a plein de solutions qui existent, quoi. Voilà, quoi. Pour la pollution, pour tout ça, il y a la végétalisation qui existe. On peut faire plus de verdir, quoi, je veux dire. On manque de route et des choses comme ça, on peut verdir. Pour le bruit aussi. Voilà, quoi, entre autres. Et la vitesse, on peut aussi faire, peut-être que les gens s'arrêtent plus, effectivement, à la chapelle, quoi. Ça réduirait aussi des trucs de vitesse, et enfin comment dire, les problèmes sonores. J'avais prévu plein de trucs. Et... Vous aviez aussi raconté dans la façon de voir cette ouais, c'était aussi que vous aviez élargi, vous invitiez à élargir le regard, à dire ouais, que c'était un axe qui en est c'est ça, ouais, voilà quoi, je veux dire, si on va par là-bas, c'est direction de l'Italie, de l'Espagne, voilà quoi, si on prend cette route, elle emmène là-bas quoi. De l'autre côté, vous êtes du côté de Strasbourg, mais aussi du côté de la Finlande, la Norvège, l'Angleterre. Il faut changer un petit peu ce truc, quoi. Effectivement, après, moi aussi, je la prends cette route. Je suis, comment dire, j'habite ici, je suis obligé de la prendre aussi, quoi. Donc, et je sais que quand je passe avec mes voitures qui fait du bruit, j'en mets aussi mes voisins, quoi. Je suis victime comme je suis, comment dire, coupable, voilà, c'est ça, quoi. Mais j'apprends à faire avec, et voilà, quoi. Et je me dis aussi qu'elle peut nous permettre de nous fédérer, quoi. Il y a plein de projets qu'on pourrait imaginer pour se l'approprier, quoi. Parce que, comme dit, quoi, elle coupe le village en deux, mais elle peut aussi nous rapprocher tous, parce qu'elle est au centre de ce village, quoi. Elle est là, elle est présente, et elle était là certainement avant beaucoup de gens ici, elle sera là après nous, quoi. Maintenant, il faut que ça avance, quoi. Je veux dire, il faut qu'on en fasse quelque chose, comme la route de la soie, la route 66, des routes célèbres. On pourrait dire, voilà, quoi. Mais c'est vrai, quoi. Peut-être qu'un jour, je veux dire, les gens s'arrêteront en disant, ouais, c'est la chapelle sur Rougemont, quoi. Mais voilà, une journée où c'est que les voitures s'arrêtent, pourquoi pas imaginer les choses, un festival de bikers, ou un festival de motos, ou un festival polonais, il y a plein de Polonais qui traversent là. Je veux dire, pourquoi pas un jumelage avec la Pologne, et peut-être qu'ils s'arrêteraient plus et qu'ils dépenseraient quelques euros ici. Les euros polonais, c'est les mêmes que les euros français. Je veux dire, voilà, entre autres. Donc vous nous invitez à faire vous proposez d'en faire une route mythique. De la rêver et de se l'approprier, quoi. Encore une fois, de la rêver parce que ne pas la subir, voilà. Parce que quand j'ai entendu votre témoignage, moi, ça m'a tué, quoi, d'entendre votre fille qui a des problèmes comme ça aux yeux et tout. Je me dis, voilà, quoi, ça pourrait être ma fille aussi, quelque part. C'est super dur, donc il faut... Maintenant qu'elle est là, il ne faut pas déménager, il faut faire quelque chose pour s'en arranger, quoi. On parle, comment dire... Voilà. On parle de résilience, il faut faire une preuve de résilience, quoi. C'est ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Nous avons presque fini. Nous allons, pour conclure cette troisième partie, écouter Monsieur le procureur qui va exprimer les demandes de réparation sur ce troisième chef d'accusation. Merci, Monsieur le Président. Considérant les propos, certains émouvants, entendus ici sur ce troisième chef d'accusation, considérant les témoignages, les expertises, considérant là encore les droits inaliénables, tout d'abord, au nom du devoir au respect de chacun, nous demandons à tout faire pour montrer que le village est bien habité, que la vie est présente, que des signes d'habitation le long de la RD soient imaginés et mis en œuvre, des installations artistiques, de la végétalisation, des enseignes, des façades rénovées. Au nom du droit à la nature, nous demandons à présent de végétaliser le village davantage, de végétaliser les pieds d'habitation, les terre-pleins, les façades. Au nom du devoir de solidarité, nous demandons la mise en place d'une compensation pour les habitants qui subissent le plus les nuisances. Comment? Par exemple, en inventoriant les potagers en friche et en les proposant à ses habitants. Au nom du droit à l'espace vivant et vivable, nous demandons de faciliter le retournement du village vers ses arrières, en développant, par exemple, un réseau de chemins de traverse qui permettent de passer derrière l'école, le long des berges du canal Marion et de la Saint-Nicolas. Enfin, Monsieur le Président, au nom du droit à la vie calme, nous demandons l'installation de bulles de silence accessibles à toutes et à tous, où les épuisés de la route pourront venir décompresser. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Le procès est presque fini. La Cour va se retirer un très court instant pour préparer le verdict. Levez-vous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Voici venue l'heure du verdict. Mesdames et messieurs, ce procès de la route va s'achever. Mais avant de passer au verdict, je voulais revenir brièvement sur ce qui s'est passé aujourd'hui. L'histoire retiendra que le 6 mars 2022, à la chapelle sous Rougemont, s'est déroulé un faux procès, mais un vrai exercice de démocratie locale. La forme du procès a été l'occasion, en une unité de temps et de lieu, avec beaucoup d'acteurs différents, de faire une mise au point nécessaire sur le sujet de la route. Il s'inscrit dans une démarche plus globale, portée par la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est la démarche Village du futur. Il s'agit de faire émerger et de mettre en œuvre des projets des petites communes rurales, en partant des aspirations locales, dans une logique participative avec les habitants et les acteurs locaux. Ce procès intervient au cœur de cette démarche. Et ce n'est pas un procès comme les autres, aussi car il n'a pas vocation à condamner qui que ce soit. Il est un passage nécessaire vers une relation apaisée entre les habitants de la chapelle et les institutions locales, mais surtout entre les habitants de la commune entre eux et avec leur territoire, qui permettra, nous l'espérons, de réfléchir ensemble à l'avenir de la commune. Il vise également à redonner de la capacité d'agir collectivement aux habitants et aux élus. Ce procès a permis plusieurs choses. D'abord, de faire en sorte que l'ensemble des personnes ici présentes, qu'ils soient simples habitants, élus, experts, s'écoutent et entendent les arguments parfois convergents
parfois divergents, au sujet de la route. Pour de nombreux habitants, cette route est une souffrance qu'il est important d'entendre. Le tribunal l'a entendue. Pour d'autres, elle est une chance, et il faut aussi savoir entendre ce point de vue. Ensuite, de commencer à poser des jalons pour la suite d'une démarche dont la vocation n'est pas de se focaliser sur la route. Ce procès a permis de témoigner des richesses de cette commune, qu'elles soient naturelles, paysagères ou humaines. C'est sur ces richesses que le collectif qui accompagne la commune dans le cadre de la démarche Village du futur va tenter de s'appuyer pour la suite de sa mission. Enfin, de passer un bon moment tous ensemble après des mois de tunnel pandémique, ce que nous espérons vous avez apprécié. Je vais maintenant procéder à la lecture du verdict. La route n'est déclarée coupable de rien. Il est reconnu qu'elle est là et qu'on doit vivre avec ses défauts nombreux, mais aussi ses qualités et ce qu'elle peut apporter au village de La Chapelle et à ses habitants, comme l'ont montré les débats. En revanche, il est demandé à la route d'essayer de se faire plus discrète, aussi bien dans sa matérialité, son paysage, que dans le trafic qu'elle génère. À ce titre, il est demandé aux pouvoirs publics responsables de faire tout leur possible pour que les différentes réglementations soient appliquées, ce qui permettra, nous n'en doutons pas, de faire diminuer les nuisances réelles qu'elle génère. Comme nous l'avons déjà exprimé, ce procès n'a pas vocation à condamner. Nous sommes ici dans le cadre d'une justice dite restaurative qui vise à compenser les nuisances liées à la route en investissant le reste du village. Monsieur le procureur a par ailleurs détaillé les différentes actions de réparation demandées. Et maintenant, quelle suite par rapport à toutes ces actions, à tout ce programme d'actions très riche ? Certaines de ces actions n'appellent pas de réalisation qui nous engage au-delà de la notification aux autorités compétentes. Par exemple, le respect de la réglementation ou de la création d'un dialogue avec certaines autorités. Pour ces actions, des procès-verbaux seront envoyés aux différents acteurs concernés par le sujet pour témoigner de ce qu'il s'est dit ce jour dans ce tribunal. D'autres actions renvoient à des dispositifs à mettre en œuvre sur le temps long. Par exemple, la création d'un système de covoiturage local et solidaire ou encore des opérations de rénovation de certains logements anciens. Certaines d'entre elles pourront être prises en charge par les acteurs publics, la mairie évidemment, mais aussi par les autres collectivités dans le champ de leurs compétences et en partenariat avec les institutions publiques. Enfin, certaines actions renvoient à des projets d'aménagement très concrets à mettre en place. La démarche Village du futur et le collectif qui accompagne la commune reviendra dans les prochains mois à La Chapelle pour accompagner certaines d'entre elles dans leur réalisation. Cet accompagnement peut porter sur des études, par exemple une étude sur les mobilités douces dans la commune, ou sur des projets d'aménagement très concrets, par exemple un travail sur le réaménagement de la place du village ou l'aménagement des berges de la Saint-Nicolas. Le collectif n'a pas vocation ni les moyens d'accompagner tous les projets. Nous nous engageons à revenir vers vous, une fois tout ce programme d'action défriché, pour enclencher les actions prioritaires et celles dans lesquelles vous êtes prêts à vous engager aussi. Nous, l'ensemble des faux magistrats qui ont organisé ce procès, n'avons plus qu'à vous remercier pour votre participation et espérons que vous y avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez, mais aussi et surtout une énergie pour agir collectivement pour l'avenir du village. La séance est close et le procès de la route de La Chapelle-sur-Rougemont s'achève donc à 16h05 ce dimanche 6 mars 2022. Justice s'est exprimée, elle a été rendue. Et bien maintenant c'est à vous de vous exprimer si vous en avez envie, mais de façon un peu moins, donc autour d'un... Voilà, donc on est à votre disposition pour discuter de la suite de toute cette démarche particulière. Pour tous ceux qui n'ont pas pu dire un mot là et qui ont écouté et entendu, on va profiter d'un verre qui nous est offert pour partager tout ça. Merci en tout cas de votre écoute.
Réaction à chaud. Très intéressant. Moi je viens d'arriver, je Oui, c'était bien. Bon, il y a des choses où je ne suis pas d'accord parce que en étant là depuis 45 ans, en vivant au bord de la route, nuit et jour, parce que je travaillais aussi sur place, il y a des choses moi qui me choquent. Donc après. C'était sympathique. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, des témoignages où vraiment on se rend compte de ce que les gens vivent, dans les deux sens du reste. D'avoir un peu tous les points de vue. C'était vraiment très intéressant de comparer tous les points de vue, le pour, le contre, et j'espère que ça va engendrer des nouvelles rencontres et revoir un petit peu de positif dans tout ces petites choses négatives. C'était long, très chiant. On s'y aurait cru, hein. Vraiment. Après, c'était un procès juste. Merci, c'était synthétique, ça a donné plein de plaisir de travail et je me réjouis de la suite. Il faudrait qu'on trouve la parade pour les camions qui exagèrent, quoi. Non, moi ça m'empêchera pas de dormir ce soir. Écoutez, je m'attendais pas du tout à ça, mais alors ce que je disais au service de la région, je suis agréablement surpris. C'est à la fois ludique, instructif. Puis je pense que ça cadre bien le débat. C'est une route qui vit et qui fait vivre. Du pour, du contre. On peut pas toujours être pour et contre, mais... Mais... Il y avait des vrais sentiments, quoi. C'était pas téléphoné. C'est excellent. C'est excellent. Voilà. Non, c'était... Voilà, ça a permis à chacun de s'exprimer, de voir les différents points de vue. Après, il faut rester réaliste, quoi. Moi, je pense que si on continue comme ça, tout le monde va partir. Je pensais pas avoir autant de monde et aussi diversifié. Voilà. Oh, mais les belles interventions et puis des choses qui ont été dites qui devaient l'être. À souligner que ça avait été bien préparé. Dommage qu'il n'y avait pas certains experts. Voilà. Mais moi, j'inviterais les politiques de tous bords à s'emparer de ce format pour peut-être avancer sur certains dossiers. Après, on fait avec. On doit faire avec, ça c'est sûr. Après, on continue notre bout de chemin. Moi, je suis contente d'avoir vu autant de citoyens du village se réunir aujourd'hui. Voilà, on a tous un intérêt commun et voilà, c'est l'humain avant la route, quoi. Il faut réunir déjà les gens et après, je suis sûre qu'on est capable de faire de belles choses, quoi. Et après, on verra ce que ça donnera, si ça peut faire avancer les choses. Non, là, ce qui va être bien, c'est d'avoir la suite. C'est ça qui est intéressant. Voilà, quoi.